J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Brice Brunier, qui est responsable de la cellule pluridisciplinaire sur la santé au travail à la Directe PACA. Bonjour. Et Jonathan Duvillard, qui est responsable communication et marketing de l'entreprise Everest Isolation. Bonjour à tous. Et qui va apporter son témoignage. Brice, je vous donne tout de suite la parole. Oui, merci. Alors, quelques éléments d'information, de cadrage et de contexte sur la politique régionale de qualité de vie au travail et le contexte dans lequel se situe la charte régionale qualité de vie au travail en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, tout est parti, pour faire très rapidement, de l'accord national interprofessionnel des partenaires sociaux qui ont défini le champ de la qualité de vie au travail et qui ont posé comme principe l'amélioration des conditions de travail comme un levier de performance des entreprises, performance économique, performance dans la qualité des services rendus. Sur cette politique lancée par les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, au travers du plan santé au travail et de la déclinaison du plan régional de santé au travail, ont mandaté les acteurs de la prévention de construire des outils d'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail. C'est ce qui s'est passé ici en région PACA avec l'ARAC PACA qui a conduit des expérimentations sur le cadre défini par les partenaires sociaux afin de pouvoir outiller et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de démarches qui porteront réellement leurs fruits sur l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la performance des entreprises. Sur la base de cette expérimentation, conduite par l'ARAC PACA, de nombreux retours d'expérience qui ont permis un partenariat régional constitué de la Directe PACA, de l'ARS PACA, de la CARSAT Sud-Est, des caisses de MSA Alpes-Vaucluse et Provence-Azur, de l'OPPBTP, l'Office de prévention dans le secteur du bâtiment et du travaux public, et bien évidemment de l'ARAC PACA, de pouvoir se retrouver autour d'un cadre commun qui donne les gages d'un engagement sérieux dans les démarches de qualité de vie au travail, tout du moins qui donne un sens aux mesures qui seront mises en œuvre. Donc ce partenariat régional s'est retrouvé en 2018 dans le cadre d'une déclaration commune signée par l'ensemble des représentants qui permet de donner un cadre à la politique régionale de qualité de vie au travail. Et nous sommes plutôt fiers en région PACA, parce que nous sommes une rare région en France, à promouvoir un dispositif d'une telle ampleur et d'un tel partenariat partagé autour d'une démarche de qualité de vie au travail. Alors, cette déclaration commune, elle fixe un cadre de la gouvernance de la politique régionale de qualité du travail qui est partagée par l'ensemble des acteurs et qui va se retrouver dans les politiques qui seront mises en œuvre par chacun d'entre eux sur leur champ respectif de compétences, et puis surtout s'engager dans un cadre méthodologique, de principes d'action qui se retrouve dans la charte régionale de qualité de vie au travail. Elle permet de pouvoir outiller l'ensemble des entreprises, des porteurs de projets, tous les acteurs qui souhaitent s'engager dans ces démarches-là, de trouver un guide et un accompagnement. Merci pour cette introduction. Alors avant de vous parler plus spécifiquement de la charte qualité de vie au travail, on va prendre quelques minutes pour définir ensemble ce qu'est la qualité de vie au travail, la définition qui s'affiche à l'écran, donc c'est celle qui a été proposée par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail en 2013, que nous avons repris dans la charte du VT en région PACA, et qui fixe le cadre de cette démarche. Donc la définition de l'activité est la suivante, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de ce travail déterminent la perception de leur qualité de vie au travail. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est que bien évidemment, la qualité de vie au travail repose sur une perception. Donc, on aura autant d'individus que de perceptions différentes de la QVT. Pour autant, cette perception, elle repose sur des éléments qui sont bien concrets dans l'entreprise, dans le monde du travail, qui sont les conditions d'emploi et les conditions de travail, dans quel cadre je réalise mon activité, le contenu du travail, qu'est-ce que je fais, avec quels moyens, dans quelles conditions, etc. Et puis, la capacité que chacun a à s'exprimer et à agir sur la qualité de vie au travail. Et c'est ça qui est la spécificité d'une démarche QVT, c'est de donner la parole aux salariés pour leur permettre de s'exprimer et de faire des propositions pour améliorer leur qualité de vie au travail. La QVT
repose sur un ensemble de thématiques qui peuvent être étudiées, très larges, très nombreuses thématiques. Dans l'ANI, vous avez 10 champs qui ont été proposés pour cadrer un petit peu ce qui fait partie de la QVT. Et dans le réseau Anactarat, on propose de regrouper ces thématiques en 6 champs de la QVT que vous avez actuellement à l'écran. Donc le champ un petit peu chapeau, c'est celui du management participatif et de l'engagement, à savoir la façon dont la stratégie et la politique de l'entreprise se structure, la façon dont les salariés sont associés à cette stratégie, les modalités de management. Et puis on a différents champs thématiques, le contenu du travail, la santé au travail, la gestion des compétences et des parcours professionnels, l'égalité professionnelle pour tous, qui concerne à la fois la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais pas uniquement. On a aussi plus largement les questions de diversité, handicap, etc. Et puis le champ des relations de travail et du climat social. On va voir dans la démarche que la question du dialogue social est au cœur de la démarche qualité de vie au travail. Je vous redonne la parole, M. Bonnet. Merci. Donc, les partenaires régionaux ont souhaité véritablement donner de l'ampleur aux démarches qui étaient déjà accompagnées dans le cadre de l'expérimentation, ou bien des entreprises qui avaient déjà conduit leur propre démarche de manière beaucoup plus autonome, de donner un cadre de référence. C'est la charte d'engagement régionale sur la qualité de vie au travail. Alors, on insiste bien sur la définition de charte d'engagement. On n'est pas là pour récompenser une démarche qui a déjà abouti, puisque nous sommes partisans, nous mettons à disposition une démarche méthodologique en continu d'amélioration des conditions de travail, instituer des nouveaux modes de relations sociales, d'échange, de dialogue professionnel comme moteur du dialogue social au sein des organisations de travail, qui doit perdurer, s'améliorer, bouger. C'est pas quelque chose de statique. On ne peut pas récompenser l'aboutissement d'une démarche, mais bien initier de nouveaux modes de relations dans l'entreprise. Donc, cette charte d'engagement, elle permet à la fois de donner un cadre, bien évidemment, un cadre dans lequel on peut s'y référer, se comparer, piocher des bonnes idées ou des bonnes pratiques, et puis aussi, ça permet aux entreprises qui s'engagent dans cette démarche-là de pouvoir valoriser le sérieux de leur engagement au travers d'une charte régionale qualité de vie au travail. Alors, cette charte, voulue par les partenaires, portée par les partenaires, elle souhaite quand même s'assurer du sérieux des engagements des organisations de travail. On souhaite réellement que les démarches qui soient mises en œuvre et qui soient portées auprès des salariés donnent lieu à des actions concrètes sur le travail, le contenu du travail, le sens du travail, les conditions de mise en œuvre. Et pour cela, il faut s'assurer du sérieux de l'engagement de l'ensemble des parties, puisque, là vous le reprécisera par la suite, mais toute la démarche paritaire méthodologique qui vise à avoir une démarche globale qui englobe l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Donc, bien évidemment, les entreprises qui s'engagent, on n'est pas sur une certification, on n'est pas sur un label, on est simplement sur une reconnaissance d'un engagement, ou du moins on estime quand même qu'un certain nombre de prérequis, de conditions sont nécessaires pour s'assurer du sérieux de l'investissement et de l'engagement de l'ensemble des parties. C'est évidemment le respect des dispositions légales et réglementaires, ça c'est évident, mais c'est le cas pour toutes les entreprises, il n'y a pas de difficulté. Un avis favorable des instances représentatives du personnel pour celles qui n'en sont pas pourvues, parce que ces démarches-là s'adressent bien évidemment à l'ensemble des entreprises TPE, PME également et surtout, qui ne sont peut-être pas pourvues de représentants du personnel, directement avec les salariés par le biais de la démocratie directe. Il y a aussi, bien évidemment, un pilotage paritaire de la démarche, on insiste là-dessus, c'est un engagement partagé de l'employeur, de la direction et des salariés, de leurs représentants. C'est ce qui permet de donner le gage réel du sérieux et de l'engagement de la structure. Des actions bilan qui sont réparties à minima sur 2 champs du pétage de la politique de travail qui vous a été présentée par Johanna, dont un au moins fait référence bien évidemment à la santé au travail, puisque c'est le cœur même des démarches de qualité de vie au travail. Et une démarche qui est organisée en plusieurs phases méthodologiques pour vous accompagner. Je vous rends la parole pour vous présenter ces différentes étapes méthodologiques. Merci. Alors on vient de vous poser la question, est-ce que vous êtes adhérent à la charte QVT? On voit qu'on a 76% des personnes qui sont connectées qui ont répondu du moins à la question.
nous disent ne pas être adhérents, pas encore en tous les cas, mais on espère bien qu'après ce webinaire, vous aurez toutes les informations nécessaires et surtout l'envie d'adhérer à cette charte. Donc Brice vous le disait, la charte repose sur les principes d'action d'une démarche qualité de vie au travail. Donc voilà, vous avez sous les yeux les différentes étapes de cette démarche, telles qu'elles sont présentées dans la charte et dans son référentiel. Je vous donnerai, vous verrez la dernière slide tout à l'heure à la fin de ce webinaire, avec les liens d'accès à toute la documentation et toutes les informations sur la charte qualité de vie au travail, et notamment donc, la charte en elle-même, le référentiel qui l'accompagne, qui détaille un petit peu plus du point de vue méthodologique la façon de mener cette démarche. Mais donc voilà, de façon résumée, les 4 grandes phases de la démarche QVT. Donc la première étape, c'est une co-construction de la démarche. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est essentiel dans la qualité du travail, c'est de donner la personne au salarié. Donc de fait, une démarche QVT ne peut être qu'une démarche partagée. Donc on préconise la constitution d'un comité de pilotage paritaire pour respecter cette dimension paritaire de la démarche. Ce comité de pilotage il va définir la méthode précise qu'il souhaite mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette démarche dans de bonnes conditions. Les membres du COPIL doivent être formés à cette démarche, et puis ils doivent s'interroger sur les modalités de communication interne pour que toutes les personnes concernées, tous les salariés de l'entreprise puissent avoir des informations nécessaires sur cette démarche. On parle d'entreprise, on parle de salariés, mais bien évidemment, la démarche s'applique tout à fait dans le secteur associatif, dans le secteur public. On a plusieurs structures du secteur public qui sont adhérentes à la charte. Donc voilà, c'est pas parce qu'on utilise le terme entreprise un peu par habitude qu'on exclut le secteur public, bien au contraire. Donc je termine avec cette première phase et la négociation, alors soit d'un accord de méthode, soit la signature conjointe d'un engagement partagé, selon le niveau de formalisme que vous voulez donner à cet engagement. Ce qui compte, c'est qu'effectivement les différentes parties prenantes dans l'entreprise se mettent d'accord sur les objectifs à atteindre et la façon d'atteindre ces objectifs. Ensuite, il y a la phase de diagnostic à proprement parler. Donc le diagnostic QVT, il peut prendre différentes formes. Là, c'est à la main du comité de pilotage de définir la dimension méthodologique. Ça peut être un questionnaire, ça peut être des entretiens. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, les membres du COPIL se mettent d'accord sur les axes prioritaires qu'ils souhaitent travailler dans la QVT, en partant de l'existant. D'où l'aspect état des lieux et analyse de l'existant, parce que quand on parle de QVT, on parle de différentes thématiques qui ont forcément déjà été considérées dans la structure. Sur la santé au travail, vous avez forcément déjà travaillé avec un document unique, avec un plan de prévention. Sur la gestion des compétences, par exemple, vous avez déjà forcément mis en œuvre des actions de formation. Il peut y avoir des accords qui ont été d'ores et déjà signés, il y a des indicateurs qui sont suivis. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ce qui existe déjà pour éviter la superposition de différentes démarches et de différentes actions. La QVT, c'est l'occasion de remettre du lien entre les différentes démarches qui sont initiées dans une entreprise. Et c'est sur cette base-là que peuvent être définis les axes prioritaires, ceux qui n'ont pas ou peu été traités jusqu'à présent, ceux qui sont considérés comme les moins performants dans la structure à un moment donné. Et puis arrive la troisième phase, la spécificité de la démarche QVT, donc l'expression des salariés. Donc la méthode que l'on préconise, c'est la mise en place d'espaces de discussion sur les priorités QVT. L'objectif, c'est de donner la parole aux salariés ou aux agents sur les thématiques prioritaires validées par le comité de pilotage pour faire remonter les besoins du terrain, leur demander leur avis sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et leurs propositions très concrètes d'action pour améliorer leur situation de travail au quotidien. L'ensemble des propositions qui sont faites en espace de discussion sont restituées en comité de pilotage, et ensuite c'est le comité de pilotage qui est en charge de la mise en commun de toutes les propositions qui sont faites et de la construction du plan d'action qui en découle. Et puis bien évidemment, du déploiement de ce plan d'action dans les mois et les années qui suivent.
Donc on est bien dans une démarche itérative qui a vocation à se pérenniser dans le temps. Donc voilà les étapes de la démarche. Sur la question de l'adhésion à la charte, en fait, la charte qualité de vie au travail, Brice vous le disait, ce n'est pas une labellisation ou une certification. Donc le principe fondateur, c'est qu'elle repose sur la volonté partagée des représentants de la direction et des représentants du personnel. Donc les modalités d'adhésion à la charte font confiance à cette dimension paritaire et à cette volonté partagée. La charte, lorsque vous adhérez pour une durée de 3 ans, qui peut être renouvelée. Il y a une commission régionale qui se réunit 3 fois par an, qui est constituée des 6 partenaires de la plateforme qui ont été cités par Brice tout à l'heure et qui s'affichent en bas de l'écran. Donc ces 6 partenaires analysent ensemble les dossiers qui sont présentés et valident ou non l'adhésion à la charte, avec un dossier qui est assez simple à constituer, composé de 3 documents, l'avis des instances représentatives du personnel, un PV d'installation du comité de pilotage, prouvant effectivement la mise en place d'une démarche paritaire, et puis l'accord de méthode ou la lettre d'engagement, c'est-à-dire le document qui explique effectivement la façon dont l'entreprise a l'intention de mener cette démarche. Donc il n'est pas nécessaire que la démarche soit menée à son terme, mais simplement qu'elle soit engagée, initiée de façon paritaire pour pouvoir prétendre à l'adhésion à la charte. Aujourd'hui, on a 32 structures qui adhèrent à la charte. Vous voyez que les effectifs sont très variés. On a des toutes petites structures et des beaucoup plus grosses, de différents secteurs d'activité. Globalement, on a beaucoup de structures du secteur médico-social et sanitaire qui sont adhérentes, simplement parce qu'il y a le partenariat avec l'ARS et de nombreuses structures qui mettent en place ce type de démarche, donc qui sont particulièrement intéressées par le dispositif, mais effectivement, la démarche concerne tout type d'entreprise, toute taille, public, privé, associatif et tout secteur d'activité, évidemment. Voilà pour cette partie présentation. Je vais donner la parole à Jonathan Villard, qui fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour nous faire un retour d'expérience sur ce qui se passe dans son entreprise. Donc Jonathan, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? L'entreprise donc Everest Isolation, on est basé sur Orange, une région sud, et nous travaillons beaucoup dans l'isolation des combles et des planchers, tout ce qui est amélioration de l'habitat. Pour nous, la qualité de vie au travail, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le sujet majeur lié à la RSE, pour plus de 50% des salariés en France. Et nous l'avons initié en 2013, lorsqu'on a eu une profonde remise en question. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette charte, parce que elle correspondait à nos valeurs et elle permettait de mettre un cadre supplémentaire dans notre démarche avec de nouveaux indicateurs. Donc nous, on a 4 piliers qu'on avait mis en place à l'époque de l'actualité. C'est la formation, la rémunération, la bienveillance et le bien-être des salariés. Vous avez mis en place une démarche RSE. Oui. Et donc pour vous, la qualité du travail, c'est le prolongement de cette démarche-là. Le moteur d'une entreprise, c'est les salariés. Donc sans salariés, on ne peut rien faire. Donc c'est primordial qu'ils se sentent bien dans l'entreprise avec les actions qu'on a mis en place. À ce jour, on voit le résultat, on est à 2 jours d'absentéisme par an par salarié, ce qui est très faible par rapport à l'ensemble et dans notre secteur. Oui. Très bien. Alors, expliquez-nous comment vous avez mis en place cette démarche qualité de vie au travail de votre entreprise. Alors nous, on a un cadre supplémentaire qu'on avait avec cette démarche, c'était notre démarche RSE. Donc la qualité de vie au travail, en fait, la QVT est un cadre supplémentaire pour mettre des indicateurs. Ça se rapprochait aussi de notre démarche ISO 26000, mais ça clarifiait d'une autre façon qui pouvait, après analyse, pouvait nous amener à nous poser des questions et aller sur d'autres champs que nous n'aurions pas pu voir. D'accord. Donc c'est la dimension globale de l'activité qui vous a intéressé. C'est ça, complètement. Ok.
Donc votre plan d'action, vous le mettez en œuvre en essayant de nouvelles choses. Oui, Comment ça se complètement. passe? Donc nous, c'est spécifique au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas un organigramme classique, on est ce qu'on appelle maintenant un club. Donc il y a des entraîneurs et après il y a ces équipes. Les entraîneurs se voient un peu. Après, on fait une remontée d'informations par rapport aux équipes, aux besoins qu'il peut y avoir. Et dans ces cas-là, on se voit, on est toujours à l'essai ce qui est proposé. On fait des tests. Récemment, on avait mis, nous on a une équipe bien spécifique, on a 10 équipes qui travaillent dans l'isolation des combles. Et là, cet été, par exemple, les températures sont montées à 40 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Et on a mis des choses en place. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en rapport avec la médecine du travail? On a fait des gilets rafraîchissants, des masques ventilés. Donc on les a fait essayer aux équipes, ils nous ont dit si c'était bon, pas bon. Masque ventilé, on avait un souci, ça a ramené de l'air chaud, il y avait pas vraiment quelque chose de significatif en amélioration. Donc on a mis de côté, on fait toujours les tests, on ne va pas commander sans que les équipes n'ont pas testé. Par contre, les gilets rafraîchissants, il y a moins 5 degrés, donc ça on les a mis. C'est plein de petits tests comme ça au quotidien que l'on met en place. Il y avait dans ce cas-là, ou sinon on a aussi mis en place une boîte à idées, où alors ça c'est chacun peut mettre ses idées, chaque mois on met cette boîte à idées et on regarde ce qu'il en ressort et on met en place les actions. Très bien. Donc dans la logique de l'expérimentation, vous testez, vous avez acheté quelques masques, vous avez fait tester aux équipes en situation, ça ne fonctionnait pas, tant pis vous abandonnez et vous cherchez une autre solution plus adaptée. Voilà. Super. On va vers des partenaires spécialisés, où on échange avec d'autres entreprises aussi. De toute façon, il faut une ouverture, il ne faut pas rester comme beaucoup d'entreprises il y a plusieurs années, et encore à ce jour, qui sont, comme on dit, la tête dans le bidon, qui ne voyaient pas autour d'eux. Et c'est normal, hein, c'est humain. Et il faut s'ouvrir aux autres pour avoir de nouvelles idées et partager aussi les problèmes que l'on a et on n'est pas les seuls à les avoir. Alors on a à l'écran quelques exemples d'actions que vous avez mises en place dans votre entreprise, donc un extrait du contenu de votre plan d'action. Alors, est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Ah oui, c'est les moments, c'est les moments conviviaux qu'on a mis qui nous permettent de nous retrouver chaque mois. Chaque fin de mois, on fait des anniversaires. Et ça, c'est important parce qu'on se retrouve tous ensemble. Et c'est là aussi où on peut échanger sur certaines difficultés que peuvent avoir les équipes. Ça peut venir dans une discussion, on est détendu. Malgré cela, on a quand même un organigramme, c'est un club avec les entraîneurs et ses équipes. Et là, au quotidien, il y a une relation et des échanges. Donc on n'attend pas forcément ce moment-là, on agit, on veut avoir un retour rapide, et qui nous le donne, on est ouvert à ça, parce que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans une entreprise, il ne faut pas laisser traîner, il faut agir tout de suite et trouver des solutions. Dans votre organigramme, vous avez fait en sorte d'ouvrir le dialogue avec les salariés. Complètement, il y a les gérants d'entreprise, il y a les gérants de l'entreprise. Après, par le COGIR, ce sont les entraîneurs. Et les entraîneurs, après, il y a les équipes. Donc ça, c'est affiché, on a un écran d'accueil où on a des newsletters, où on informe on informe tous nos salariés, on est transparent sur tout ce qui s'est passé. Donc, des réunions régulières, vous en profitez pour fêter cet anniversaire, donc c'est favorable aux relations de travail, à l'ambiance du travail dans l'entreprise. Vous en profitez pour communiquer sur la stratégie, sur les projets de l'entreprise. Donc c'est l'occasion aussi d'actions qui ajoutent le lien avec les différents champs de la QBT. On est sur les relations de travail, on est sur le management. Ensuite, vous avez l'intégration des nouveaux salariés aussi, c'était une attention particulière. Oui, vous invite de bienvenue. On les présente à tout le monde se présente, c'est logique. Et après, ils partent sur le travail. Et même avant, au recrutement, on diffuse un maximum de vidéos, faire des vidéos, de prévention, des postures, mais aussi des applications. Donc avant qu'ils viennent, ils sachent à quoi s'attendre en fait. Et après, bien sûr, ils vont avoir métier, ça va tomber bien, parce que parfois des vidéos, c'est des vidéos, le terrain, c'est le terrain. Très bien. La boîte à idées aussi, donc pour recueillir les idées, les avis des salariés sur le fonctionnement de la structure. Oui, on a mis cette boîte à idées pareil, à l'accueil.
où ils déposent leurs idées. Chaque mois, on ouvre et après, on vote et on met en application rapidement les actions. Parce que on parle de direction ou autre, c'est quand même les salariés, c'est quand même le moteur de l'entreprise. Donc c'est à eux aussi d'apporter de nouvelles idées. Mais il faut favoriser cette démarche en communiquant dessus, en disant qu'on est là, qu'on est ouvert, et puis ces nouvelles idées, ça peut être aussi pour leur bien-être, des fois que nous, on n'est pas dans les camions forcément, il faut aller sur le terrain, et c'est eux qui vont apporter de nouvelles idées. Donc c'est le moteur d'entreprise. C'est bien. Alors les camions, justement, vous m'en parlez, vous faites aussi des efforts sur l'aménagement et l'optimisation des outils de travail. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors on a fait nos camions avec un Maxi Cargo, et on s'est rendu compte qu'il fallait augmenter la sécurité au niveau. C'est-à-dire qu'il y avait une caisse, la machine et les sacs. Donc il y avait une porte latérale, la personne était directement avec le produit, mettait dans la machine et je sortais. Et on s'est dit au bout d'un moment que c'était pas très sécuritaire d'avoir cette unité de production plus les sacs. Donc on a fait créer une plateforme supplémentaire pour que l'opérateur, il est donc c'est une pièce qui a été créée en fait, avec derrière le camion. L'opérateur a la machine dedans, donc il y a la marchandise, l'unité de production, une passerelle sécurisée où il prend son matériel, il le met directement. Voilà, ça a été une chose qu'on a réalisée avec un fournisseur et j'ai d'autres choses aussi qu'on a mis en place, comme le chargement c'est derrière le camion. Donc comme beaucoup d'entreprises, on prend la palette, on vient avec le sac et il déchargeait à la main les sacs pour les mettre dans le camion. Or il y avait un guide. Du coup, ce qu'on a fait, on a fait nous-mêmes des plateformes que l'on met à tout le camion, on pose la palette, et là, en toute sécurité, ça va récupérer. Très bien. Donc, on a là un bel exemple d'action centrée sur la santé et la sécurité au travail, dans l'un des champs de l'activité, et sur lequel vous avez pu intervenir grâce à la démarche privée et grâce à la sollicitation, l'interrogation des salariés sur leurs idées d'action. C'est ça. Et surtout, c'est vraiment le dialogue social dans toute entreprise, ne pas mettre de barrières, être ouvert et aller plus loin. Très bien. Merci beaucoup, M. Duvillard, pour ce témoignage. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. On est là aussi connectés en direct pour ça, pour être tous les trois à votre disposition pendant quelques minutes pour répondre à vos questions. Laisse le temps de réfléchir. Vous voyez à l'écran s'afficher les liens pour pouvoir disposer de toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour vous lancer dans cette démarche. On a mis en ligne une boîte à outils. Donc vous avez pléthore d'informations, de documentation, des petits films, des retours d'expérience sur des démarches qualité de travail, en intersectoriel ou par secteur d'activité. Sur le secteur du sanitaire par exemple, etc. Et puis, pour adhérer à la charte, de la même manière, vous avez une page web sur laquelle vous pouvez aller télécharger les documents, tous les documents dont je vous ai parlé qui constituent votre dossier d'adhésion. Vous avez des exemples types que vous pouvez télécharger pour les consulter. Si vous avez des documents qui existent déjà dans vos structures, vous pouvez tout à fait constituer votre dossier avec les documents que vous avez d'ores et déjà créés. Pour adhérer à la charte, vous avez un questionnaire, un lien sur cette page web pour pouvoir remplir un questionnaire directement en ligne qui nous transmet votre demande et puis vous n'avez plus qu'à nous envoyer par mail ou bien indiquer les pièces du dossier. Alors on a une première question. Est-ce que les PME sont sensibles à cette charte ou bien est-ce plutôt plébiscité par les entreprises plus grosses? Et écoutez, on a sur les entreprises chartées aujourd'hui, on a une majorité de structures qui sont entre 40-50 et 300 salariés. Donc la démarche peut concerner toutes les entreprises, les plus petites aux plus importantes en termes d'effectifs. Pour autant, effectivement, celles qui sont les plus répondantes en tous les cas, ce sont plutôt les moyennes entreprises. Alors, si vous me permettez de compléter,
la charte d'engagement, elle s'adapte à toutes les configurations et toutes les tailles d'entreprise. D'ailleurs, on peut dire que plus elle est petite et plus elle est simple dans son organisation, et plus c'est facile à la mettre en œuvre, puisqu'il y a un contact direct, en fait, pilotage d'action entre l'employeur et ses salariés, qui permet très rapidement de mettre sur la table l'état des lieux, le diagnostic, ce qui va et ce qui ne va pas dans la relation de travail, et de passer tout de suite, de manière plus opérationnelle, à la mise en œuvre des solutions. Dans les grosses structures, oui, elles sont accompagnées évidemment, mais il y a tout un système de relais et de représentation qui nécessite aussi d'avoir des organisations adaptées pour permettre de répondre à ces différents enjeux. Dans les petites structures, le cadre de la réponse, le cadre de la charte de politique de travail permet de s'adapter avec souplesse aux organisations du travail. Alors, ouais, c'est comme je disais là. Oui, c'est bien. Lorsqu'on a mis en place, il y a plusieurs. Ça a commencé par un journal local qui s'appelle La Provence, qui était venu nous demander ce qu'on mettait en place pour la canicule. Et c'est vrai qu'on n'a pas attendu cette année pour le faire, ça fait quelques années quand même plus chaud. Donc on avait mis en place des glacières dans les camions, de l'eau à disponibilité dans des frigos le matin pour que les équipes puissent en prendre un maximum. Glacière, on avait mis en place, et là cette année on avait mis c'est une prime de chaleur en fait, de 20 € brut par jour durant la canicule, pour les motiver. On avait réorganisé aussi les horaires de travail, diminué notre production, c'est-à-dire que de 4 chantiers on était passé à 3 chantiers jours, et on avait sensibilisé nos clients sur le fait qu'on avait commencé de très bonne heure, ça même chez les particuliers, il fallait qu'à 6 heures on ait commencé, et maximum qu'ils soient sortis de la comble à 11 heures. Et lors de toutes ces informations qui ont été données dans le journal La Provence, on a eu pas mal de retours et de demandes de reportages, comme France 2, TFM, BFM, qui ont relayé cette information au début juillet. On a eu une question sur l'engagement dans la charte de l'égalité du travail. Qu'est-ce qu'elle nous a permis d'apporter en plus, de renforcer dans le cadre de l'organisation de votre entreprise et de la politique que vous avez déjà mise en œuvre? C'est des indicateurs. C'est-à-dire que moi, je suis en double démarche actuellement, je suis sur l'ISO 26000, et donc sur cette démarche sécurité avec les indicateurs, et c'est là qu'on voit que les indicateurs se regroupent. Et je pense que c'est important d'avoir des indicateurs pour toutes les entreprises, parce qu'on peut mettre quelque chose en place, mais s'il n'y a pas de suivi derrière, on oublie. Et d'avoir un tableau de bord, c'est des alertes. Tiens, ça, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps. Où en est-on de ce projet? Et la charte de qualité de travail, pour moi, c'est plein de petits voyants où on sait, ah, là, il y a quelque chose à faire. Mais ce quelque chose à faire, il vient d'où? De la part des dirigeants qui vont analyser, mais aussi le retour des salariés. Et c'est comme ça que le dirigeant il va pouvoir savoir ce qu'il doit faire. Et pour cela, comme je le répète, il faut être ouvert, ouvrir les portes, ne pas mettre de barrières et aller vers eux quotidiennement. On a encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. Alors, une question de Céline, est-ce que les salariés accueillent la démarche toujours positivement, ou bien certains ont-ils l'impression que c'est encore un cadre pour avoir plus de contrôle et de formalisme dans l'organisation, notamment à cause des indicateurs? Oui. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être ça, donc non, aucunement. Cette démarche elle est toujours positive. C'est pas encore un cadre, bien au contraire. Genre le dialogue, on n'a pas besoin forcément avoir des indicateurs comme dit, une boîte à idées, un échange à la machine à café, ça suffit à être en relation avec ses salariés. Donc c'est pas du tout le contrôle. Si le seul contrôle qu'il faut y avoir, c'est savoir comment vont nos équipes. Ça c'est même pas un contrôle, c'est un indicateur. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà. Alors on a un exemple dans votre entreprise, et votre situation où effectivement les conditions sont réunies, le management est bienveillant, si je peux dire, les portes sont ouvertes, donc effectivement les gens accueillent positivement cette démarche. C'est vrai qu'on a d'autres exemples où effectivement, quand le climat social est dégradé par exemple, quand les conditions de travail sont particulièrement dégradées, où les salariés peuvent effectivement être méfiants parfois vis-à-vis de cette démarche. Je dirais que le piège à éviter, c'est de se lancer dans une démarche sans prendre garde à mettre des actions concrètes, rapides, visibles pour les salariés, pour que ce soit tout de suite concret pour eux. La démarche QVT,
implique, surtout dans les grandes structures, un formalisme qui peut être un peu lourd, donc elle peut mettre du temps à se mettre en place, constituer un copil, former les acteurs, réaliser un diagnostic, choisir les thèmes prioritaires, organiser les EDD, etc. Cette démarche-là, pour une grosse structure, il n'est pas rare qu'elle dure une année. Et il est bien en tête, pendant cette phase-là, les salariés sont informés de la démarche, ils sont en attente. Il est bien en tête de mettre en place des choses qui soient visibles pour qu'ils puissent se dire, bah oui, effectivement, dans mon entreprise, on parle de QVT, concrètement, pour moi, ça s'est concrétisé par un nouveau matériel acheté, par une souplesse dans l'aménagement des horaires, par plus de réunions et de coordination avec les collègues des autres équipes, etc., etc. Il y a des actions qui peuvent être très rapides et simples entre guillemets à mettre en place, privilégier celle-ci, commencer par celle-ci. Si en parallèle, il y a d'autres actions de fond qui prennent plus de temps à être visibles pour les équipes sur le terrain. Et si vous me permettez de rebondir et de compléter, ce cadre de référence poursuit un objectif bien précis, qui est l'amélioration des conditions de travail et la réflexion, l'action sur le travail, son sens et son contenu. Tout ça pour faire un petit point par rapport à toutes les actions que l'on peut rencontrer sur le bien-être au travail, toutes les actions qui vont agir sur l'environnement de travail, on ne nie pas leur importance ou leur plus-value, mais elles n'ont pas pour objectif principal, bien évidemment, d'aller agir sur le code du travail. Or, c'est bien ça, le cadre de la charte régionale du travail, c'est d'agir sur le code du travail. Et le témoignage de M. Villa, en action à la présence aujourd'hui, c'est justement d'apporter du sens à ces actions auprès des travailleurs au quotidien, dans l'occupation de leur place de travail, dans les conditions de mise en œuvre, notamment dans l'amélioration, la promotion de la santé, prévention de risques professionnels, action sur la durée du travail, y compris la rémunération et le développement de la reconnaissance des compétences d'entreprise. Ce sont ces éléments importants qui doivent constituer le cœur d'une démarche de qualité de travail. Effectivement, bien souvent, lorsqu'on interroge les salariés, on se rend compte que leurs attentes, leurs besoins sont parfois très simples, si je puis dire, en lien avec l'organisation du travail. Et ces temps d'échange dans les espaces de discussion, ce sont aussi des temps d'échange de pratique entre salariés qui ne prennent pas forcément le temps au quotidien de se poser pour discuter sur comment tu te prends pour faire telle activité, de quels outils tu disposes. Et donc il y a une autre dimension de la démarche qui permet de valoriser ce qui existe déjà. Parfois des procédures, des outils, des choses que les salariés ont créées eux-mêmes pour faciliter leur travail, qui sont mises en avant à l'occasion de ces espaces de discussion et qui peuvent être diffusés grâce à la formalisation du plan d'action. Oui, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour ce webinaire. On espère avoir répondu à votre question. En tous les cas, nos équipes sont à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à vos structures ou à vos contextes actuels. Donc n'hésitez pas à solliciter la CACA notamment pour tous ces aspects-là. Et puis il me reste à vous remercier tous les deux pour votre présence ce matin et vos retours d'expérience. Merci à M. Dubillard pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon moment de partager tous ces moments qui ont fait plaisir. Très bien. Merci bien. Et merci à toutes les personnes connectées pour avoir suivi ce webinaire. À bientôt.